Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question assez fascinante. Comment est-ce qu'un tout petit livre, un pamphlet d'à peine 50 pages, a pu convaincre des milliers de gens de se lancer dans une révolution? On va plonger dans la mécanique de cette bombe rhétorique qui a été le sens commun de Thomas Paine. Pour bien saisir l'impact, il faut revenir en janvier 1776. L'Amérique est vraiment au bord du gouffre. Il y a déjà eu des batailles, du sang a coulé, mais l'idée d'une indépendance totale, C'est encore une idée radicale. oui, complètement. Une rupture définitive avec la Grande-Bretagne, c'est encore vu comme une idée d'extrémiste. Et c'est là, dans ce climat tendu, qu'un texte anonyme est publié à Philadelphie. Et il se répand à une vitesse folle. Notre but aujourd'hui, c'est de disséquer ce texte, de comprendre ce qui l'a rendu si puissant. Oui. Et il y a un point crucial à comprendre dès le début. Ce n'est pas un texte pour les intellectuels, pour les salons. Ce n'est pas du jargon. Pas du tout. Paine, il utilise un langage volontairement simple, direct, presque brutal, on pourrait dire. Il veut que le fermier dans son champ, l'artisan dans son atelier, que tout le monde puisse le lire et se dire « Mais oui, c'est évident ». C'est ça la clé donc. C'est ça la clé. Il cherche à rendre la cause de l'indépendance accessible et même Oui, évitable. inévitable. D'accord, alors allons-y, plongeons dans cette machine de guerre intellectuelle. Il commence par quoi? J'imagine qu'il ne crie pas « À bas le roi » dès la première ligne. Non, sa première cible est beaucoup plus fondamentale. Et c'est ça qui est génial. Il ne commence pas par la politique, mais par la philosophie. Il fait une distinction très nette entre la société et le gouvernement. Pour lui, la société, c'est une bénédiction. Elle naît de nos besoins, de notre envie de collaborer. La société, c'est ce qui nous unit, ce qui favorise le bonheur. Et le gouvernement, j'imagine, c'est tout l'inverse. Exactement. Le gouvernement, pour Paine, c'est au mieux un mal nécessaire. Il ne vient pas de nos qualités, mais de nos défauts, de notre méchanceté, comme il le dit. C'est un système de contrainte, parce qu'on n'est pas parfait. Un mal nécessaire. Oui, et il a cette phrase terrible. Le gouvernement, même dans sa meilleure forme, n'est que l'insigne de l'innocence perdue. En gros, chaque parlement, chaque palais est un monument à notre propre faillibilité. C'est une entrée en matière audacieuse pour le moins. Il dit à ses lecteurs « Oubliez tout ce qu'on vous a dit. Le gouvernement n'est pas votre ami. C'est un mal. Alors, si c'est un mal, comment on fait pour le rendre tolérable ?» En le rendant le plus simple possible, il propose une petite expérience de pensée. Imaginez un petit groupe de personnes isolées. Sur une île. Voilà. Au début, la nécessité de s'entraider suffit. Mais plus le groupe grandit, plus des problèmes apparaissent. Il faut un gouvernement. Et le meilleur, dit-il, c'est celui qui repose sur des élections très fréquentes. Pourquoi? Pour que les élus restent proches des gens, C'est ça. pour qu'ils n'oublient jamais qu'ils viennent du peuple et qu'ils doivent y retourner. La simplicité et la responsabilité. C'est tout le contraire de la Constitution anglaise. Ah, et on y vient. Il fallait bien qu'il s'attaque au modèle britannique que tout le monde vantait à l'époque. Et il y va fort. Pour lui, ce fameux équilibre des pouvoirs de la Constitution anglaise, c'est une vaste blague. Il l'a décrit comme un assemblage un peu monstrueux. C'est un mélange de tyrannie monarchique, avec le roi, D'accord. de tyrannie aristocratique, avec la Chambre des Lords, et on a rajouté par-dessus quelques nouveaux matériaux républicains, la Chambre des communes. Donc, pour le lecteur de l'époque, c'est comme si on lui disait que ce système dont il est si fier, en fait, c'est un bricolage. Une vieille carcasse de tyrannie à laquelle on a tenté de greffer une pièce moderne. C'est exactement l'idée. Il dit que l'idée d'équilibre est grotesque, une pure contradiction. Parce qu'en réalité, un seul pouvoir domine. Le roi. Le roi, bien sûr. Comment? Parce qu'il est le grand distributeur de postes et de pensions. Il peut acheter la loyauté des parlementaires, il peut corrompre tout le système. Ce qui veut dire que la Chambre des communes, qui est censée être le contre-pouvoir, N'est qu'une façade. Le roi tient les cordons de la bourse et donc il tire les ficelles. Le système n'est pas équilibré. Il est pourri. d'accord, donc le système est corrompu. Mais s'attaquer à l'institution même de la monarchie, ça, en 1776, c'est un autre niveau. C'est presque un blasphème. Oui, et il franchit cette ligne avec une audace folle. Il qualifie la monarchie d'absurdité contre nature. Il dit que cette distinction entre roi et sujet, elle n'a aucun fondement, ni dans la nature ni dans la religion. Et c'est là qu'il va chercher son argument massu. Son coup de génie tactique. Il sait que son public est très croyant, alors il va utiliser l'arme la plus puissante, la Bible. Contre le roi.
contre le roi. Il retourne l'autorité suprême contre la monarchie. Il plonge dans l'Ancien Testament, il rappelle l'histoire de Gédéon, qui refuse d'être roi, celle du prophète Samuel, qui met en garde les Hébreux. Contre leur désir d'avoir un roi, oui. Exactement. Il leur prédit toutes les calamités. Leurs fils pris pour la guerre, leurs terres confisquées. Paine conclut en disant que la monarchie est un des péchés originels des Juifs, une sorte d'idolâtrie. Attendez, il faut bien mesurer l'impact de ça. En 1776, dans une société si religieuse, utiliser la Bible pour démolir le droit divin, c'est... C'est un coup de maître. Il ne dit pas juste « le roi est mauvais », il dit « l'idée même de roi est une insulte à Dieu ». Il désacralise complètement la fonction. Et il ne s'arrête pas là. Une fois qu'il a détruit l'idée du roi, il s'attaque à la suite. La succession héréditaire. Ben oui. D'accord, donc on n'a pas besoin de roi, mais le système qui assure la stabilité, que le pouvoir passe au fils aîné, il ose s'attaquer à ça aussi, ça me paraît encore plus fou. Il s'y attaque avec un mépris total. Pour lui, la succession héréditaire est une insulte et une imposition à la postérité. C'est priver les générations futures de leur droit à choisir. Et il utilise une de ses images les plus frappantes. Il dit que la nature elle-même se moque de ce principe en donnant à l'humanité un âne pour un lion. Un âne pour un lion, c'est brutal mais efficace. C'est terriblement efficace. Et puis il ajoute les problèmes pratiques. Ce système, loin de garantir la paix, engendre des guerres civiles. Il cite la guerre des 2 roses en Angleterre. Forcément. Et puis, un peu de bon sens. Ce système peut mettre sur le trône un enfant, un vieillard ou un parfait idiot, juste à cause de son sang. C'est de la folie pour lui. Bon, là il a tout dynamité. Le gouvernement, le système anglais, la monarchie, la succession, il a mis le feu à la maison, philosophiquement. Maintenant, il doit faire le lien avec la situation en Amérique. Et c'est là que le ton change. Il devient urgent, pressant. Il déclare « Le temps du débat est clos. Fini les pétitions, fini la réconciliation, c'est l'heure de l'action. » Et il s'attaque aux arguments de ceux qui veulent rester fidèles à la couronne. Un par un. Il les démolit méthodiquement. Alors, le premier argument, j'imagine, le plus sentimental. La Grande-Bretagne, c'est notre pays-mère. C'est le premier, oui. Et sa réponse est brillante. Il dit « Ce n'est pas l'Angleterre, mais l'Europe qui est la mère de l'Amérique. » Il rappelle que le continent est un asile pour tous les persécutés d'Europe. Les Anglais, les Allemands, les Français. Exactement, des gens qui ont fui la tyrannie. Donc se réclamer uniquement de l'Angleterre, c'est non seulement faux, mais c'est renier la vocation universelle de l'Amérique. Très bien joué. Et l'argument de la protection. La Royal Navy qui protège les colonies, c'est une réalité. Il l'anticipe parfaitement. Il répond que la Grande-Bretagne n'a jamais protégé les colonies par attachement, mais uniquement par intérêt. Pour protéger son commerce. Son commerce, ses investissements. Elle ne défendait pas les colons, elle se défendait elle-même contre ses rivaux. Pire, dit-il, ce lien nous a entraînés dans toutes les guerres européennes de l'Angleterre, des guerres qui ne nous concernaient pas. Donc cette protection est en fait un fardeau. Un boulet, oui. Et c'est là qu'il sort l'artillerie lourde émotionnelle. Il ne se contente plus de la logique. Il fait appel aux émotions. Oui, aux tripes, au sang qui a déjà coulé. Il écrit cette phrase incroyable, « Le sang des morts, la voix en pleurs de la nature, crie, il est temps de se séparer. » C'est puissant. C'est un appel qui rend la séparation moralement obligatoire, un devoir. Et il termine avec l'argument du pur bon sens, celui qui donne son titre à l'heure. C'est juste absurde qu'un continent soit gouverné par une île. D'accord, la démolition est totale, mais détruire c'est facile. On ne peut pas laisser les gens face au vide. Que propose-t-il à la place? Quelle est l'alternative? C'est toute la force de la dernière partie. Il ne laisse pas les gens dans la peur, il leur offre une vision, une feuille de route. D'abord, il calme l'angoisse du timing. Il dit « le moment, c'est maintenant ». C'est le moment idéal. Oui. Pourquoi ? Parce que les colonies sont juste assez grandes et peuplées pour se défendre, mais pas encore trop vastes pour être divisées par des intérêts contraires. C'est une fenêtre d'opportunité unique. Attendre, ce serait une erreur. Et il propose une structure, une idée de ce à quoi ce nouveau pays pourrait ressembler? Absolument. Il esquisse un plan pour ce qu'il appelle une charte continentale. Et c'est là qu'il lance une de ses idées les plus révolutionnaires. Une phrase qui est un véritable slogan. Il dit que dans les monarchies, le roi est la loi. Mais en Amérique, Le principe doit être inversé. le principe doit être inversé. En Amérique, la loi est roi. Waouh, c'est un slogan absolument génial. On sent que c'est fait pour marquer les esprits, pour être répété partout. C'est un renversement complet. L'autorité suprême, ce n'est plus un homme, c'est un ensemble de lois.
Créé par le peuple, pour le peuple. C'est une image incroyablement forte. C'est une vision inspirante, c'est sûr, mais la guerre est déjà là. Au-delà des grandes idées, est-ce qu'il donne des raisons plus stratégiques, disons, de déclarer l'indépendance tout de suite? Oui, bien sûr. Il est aussi très pragmatique. Il donne 4 raisons stratégiques très concrètes. La première, tant que les colonies sont vues comme des rebelles, aucun pays ne peut officiellement servir de médiateur. Il faut changer leur statut. Voilà. Deuxièmement, une déclaration d'indépendance encouragerait la France et l'Espagne à fournir une aide militaire et financière, ce qu'elles ne feront jamais pour des simples rebelles britanniques. Logique. Troisièmement, ça transforme le statut des Américains eux-mêmes. Ils ne sont plus des traîtres, mais les citoyens d'une nation légitime. Et enfin, ça leur permettrait de nouer des alliances et du commerce avec qui ils veulent. Bref, l'indépendance, ce n'est pas qu'un idéal, c'est le seul coup stratégique possible. Le sens commun n'était donc pas juste une critique, c'était un programme complet, une démolition de l'ancien monde, une vision pour un nouveau et un plan d'action. Un vrai manuel pour faire la révolution. C'est exactement ça. La magie de Paine, ça a été de prendre des idées complexes, celles des Lumières, et de les traduire dans un langage accessible, urgent, passionné. Il a donné aux gens ordinaires les arguments pour justifier leur colère et leur espoir. Et ça a marché. En quelques mois, il a complètement retourné l'opinion publique. La déclaration d'indépendance, signée 6 mois plus tard, est la conséquence directe de ce pamphlet. Pour conclure, une dernière pensée qui vient de ce texte. Paine écrit que l'Amérique a une chance rare, celle de recommencer le monde. Et ça soulève une question qui résonne encore. À quel point est-ce rare, dans l'histoire, qu'une nation ait la possibilité de concevoir son propre gouvernement de A à Z, de partir d'une page presque blanche, plutôt que de toujours réformer des systèmes existants? Et quelles sont les implications, les promesses, mais aussi les dangers d'une telle opportunité?